Bonjour tout le monde. Bonjour, donc je suis Cécile Tourneveuf, j'ai une formation en urbanisme et en sciences politiques et pendant 15 ans, j'ai été surtout consultante en aménagement d'espaces de travail. C'est-à-dire que j'étudiais les organisations pour transcrire ces organisations, leur fonctionnement, les modes de travail des collectifs en environnement de travail, donc en faisant le lien avec des architectes d'intérieur, des designers et d'ailleurs moins fréquemment des designers. Et un point qui est important dans ce domaine, qu'on appelle le workplace consulting dans le jargon, c'est que c'est un domaine qui est très normé. C'est un pan du design qui est extrêmement normé parce que ça dépend du code de la construction, des méthodes de l'architecture. Donc, on a tant en termes d'outils que de type de rendu, aussi d'organisation de projet, beaucoup de règles qui sont relativement partagées par à peu près toutes les personnes du domaine. Or, quand on s'intéresse à l'aménagement, alors, est-ce que j'y arrive? D'ailleurs, je vais baisser ce truc. Aménager, justement, selon ces normes, c'est rechercher le parfait achèvement. Le parfait achèvement étant atteint au moment de la livraison, c'est-à-dire au moment où on rend le projet, un bâtiment, un aménagement intérieur, donc avant son occupation par les vivants, la plupart du temps humains, qui doivent y vivre. Donc le parfait achèvement, en fait, c'est ça. Voilà. Ça, c'est parfait. Ou c'est ça aussi. Alors, il y a des arbres, mais ils ne sont pas prévus dans le projet. Le parfait, c'est derrière. Donc, aménager, en fait, c'est faire malgré le vivant. Le vivant est une nuisance qui vient peut éclater ce parfait achèvement. J'exagère un peu, mais c'est ce qu'on cherche à faire, par exemple, en termes d'architecture, quand on fait des ravalements de façade, par exemple. On essaye de retrouver cet aspect de perfection. Et c'est pour ça que pour valoriser les projets faits en termes d'aménagement d'espace de travail, on prend plutôt des photos avant l'occupation. Et si on a besoin d'humains, on les ajoute en 3D a priori, mais on ne met pas les vrais. Alors, bon, au regard de tous les constats que Éléonore a pu nous rappeler au début de la journée, évidemment, la construction, l'architecture, l'aménagement, c'est évidemment emparer un peu de ces sujets quand même, avec tout un tas de nouvelles normes de construction, principalement d'ailleurs axées sur des aspects de réduction des énergies ou de choix de matériaux plus ou moins écologiques. Du point de vue des organisations, il y a eu tous les champs de la RSE, plus récemment des entreprises à mission, etc. Beaucoup de choses existent d'ailleurs sous ces deux aspects. En revanche, du point de vue sous l'angle du vivant, y compris sous l'angle des écosystèmes ou de la biodiversité, on est encore sur quelque chose qui est un petit peu, qui est complexe en tout cas à prendre en considération. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui, la construction a pourtant un gros rôle à jouer. Premier consommateur d'énergie, la bétonisation qui correspond avec, on ne va pas rentrer dans les débats, mais environ la surface d'un département tous les 3 à 5 ans. C'est des choses qui sont très lourdes de conséquences et quand elles sont prises en considération, c'est plutôt sous l'angle de la compensation ou la compensation visant à globalement replanter une forêt si on en rase une pour construire quelque chose. Le problème, c'est qu'une forêt, voilà, ça ne se remplace pas. D'une part, parce qu'on a des spécificités d'écosystèmes, bien sûr, et puis surtout qu'une forêt, ça met longtemps à se construire et qu'on ne récupère pas 50 ans de pousses végétales en plantant de manière d'ailleurs souvent assez systématique, donc même catégorie de végétaux à un endroit. Bon, quand au bout de 15 ans d'activité dans ce domaine, et en ayant par ailleurs réfléchi à mon activité, c'est-à-dire à la fois l'articulation entre mes choix et mes réflexions personnelles et ce domaine d'activité dans lequel
finalement, à part ces sujets de RSE, d'entreprise à mission ou de HQE, haute qualité environnementale, etc., je n'arrivais pas à faire le lien sur cette réflexion autre d'un autre rapport au vivant. Je me suis tournée vers, on en a parlé juste avant, la formation. Et donc, je me suis inscrite en master à l'ENSI, un master qui venait d'ouvrir, qui s'appelait le Nature Inspired Design, axé principalement sur le biomimétisme. Alors, ça n'est pas sur le biomimétisme aujourd'hui, donc je ne vais pas y passer des heures, mais autant vous le dire, j'ai été déçue. J'ai été peu convaincue plutôt, principalement parce que le biomimétisme, je découvrais au passage d'ailleurs en même temps le biomimétisme et les métiers du design à travers l'ENSI, se positionne vraiment dans une logique de production, donc dans une logique un peu, classique de production. Donc, on va améliorer un produit. Or, moi, ce qui m'intéressait, c'était de se demander si on avait vraiment besoin de ce produit. Donc là, en croisant un petit peu à la fois les personnes que j'ai pu rencontrer pendant ce master et des interventions, dont celle de Nicolas d'ailleurs, sur les réflexions sur le rapport au vivant, les philosophes dont on a déjà parlé, Bruno Latour, Baptiste Morisot, Descola et compagnie, je me suis dit que j'étais plutôt intéressée par la réflexion sur le rapport ontologique au vivant et sa manière dont ça pouvait s'appliquer. Parce que les philosophes, c'est bien, mais moi, je fais des bureaux. Donc, comment on passe de l'un à l'autre et du coup, de réfléchir à comment une autre ontologie, d'une certaine manière, du workplace, double combo de mots bien acrobatiques, pouvait se traduire en pratique. Et donc, comment faire pour passer de l'aménager, donc faire malgré le vivant, à ménager, faire avec et pour le vivant. Alors, pour imaginer quelques hypothèses pour prendre en considération le vivant dans le projet d'aménagement, parce que finalement, c'est principalement ce que je sais faire, j'ai repris les critères sur lesquels je travaillais dans les projets d'aménagement et avec lesquels je travaillais avec mon équipe, donc à la fois la posture donc, du consultant, mais ou d'ailleurs du concepteur, du designer, les objectifs du projet, les objectifs qui à la fois les déclenchent et en qualifient la réussite. Donc, pour faire simple, d'ailleurs, les objectifs d'un projet d'aménagement, initialement, dans un projet, si je reprends mon angle d'aménagement d'espace de travail, c'est le fait de soit d'économiser, par exemple, les loyers à Paris ou en région parisienne, c'est très net. Il y a également toute une réflexion sur la qualité de vie au travail, la manière aussi de transformer un peu les rapports au sein d'une organisation, l'image éventuellement vis-à-vis des clients, des futurs recrutements. Enfin, ça peut être assez large, et d'ailleurs pas simplement juste pour la façade, c'est des critères qui peuvent être réels et qui peuvent réellement initier ce type de projet. Et une fois que le projet est lancé, on passe sur autre chose, c'est respect du budget, respect du calendrier et respecter toujours ce parfait achèvement, donc cette qualité de réalisation qui peut être à la fois esthétique et technique. Sur la composition des équipes, c'était également un point important. Dans ce domaine-là, c'est assez simple. Tout le monde sait à peu près ce que font les personnes qui la précèdent et qui la suivent. Et du coup, on va discuter sur les marges, mais tout le monde travaille globalement dans le domaine de la construction, dans l'aménagement. Donc, pour transformer aussi ce rapport au vivant, il y avait l'idée de comment on fait intervenir des personnes autres dans ce microcosme. Autres, ça veut dire des scientifiques, ça veut dire aussi des designers qui ont, pour l'avoir testé, des manières de qualifier le projet et de qualifier leur méthode de travail qui suppose pas mal de médiation pour arriver à quelque chose de tangible, encore une fois, au regard des exigences de ce type de projet. On arrive du coup également au mode de travail. Le mode de travail, c'est là, très pratiquement les outils qu'on utilise dans ce type de projet, c'est les outils de dessin, donc Archicad, AutoCAD, etc., logiciels d'architecture, mais aussi les PowerPoint, les tableaux Excel, les questionnaires et les entretiens. À la fois des outils de sciences sociales et des outils de conception architecturale. Si on doit, en imaginant, s'ouvrir à un autre rapport au vivant, ça suppose qu'on intègre également des relevés phonistiques, floristiques, qu'on va peut-être utiliser beaucoup plus le dessin et rentrer dans des éléments aussi qui sont moins justement normalisables
parce qu'un végétal, généralement, est moins fiable qu'une brique de béton. Et je ne vous parle pas de la moquette, qui, elle, est parfaitement fiable, on peut compter sur elle. Donc, ça suppose aussi tout un tas d'éléments de suivi et de gestion et de partage de l'information un peu particuliers. Pour finir, la mesure de l'impact, alors ça c'est un peu facile, parce qu'en réalité, dans les projets d'aménagement, la mesure de l'impact est quasiment inexistante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet est réalisé, déjà il est réalisé, voilà. Après, on verra bien, il faudra en refaire un autre pour éventuellement améliorer ce qui n'a pas été bien fait, ce qu'on découvrira sans doute dans les mois qui viennent. Donc, le fait d'ailleurs, ça c'est d'ailleurs de mes ce que j'avais essayé de faire en reprenant précédemment les études d'évaluation de politique publique, donc essayer d'intégrer ces systèmes d'évaluation très structurés au projet d'aménagement. Là, c'est pareil, c'est des manières de considérer la qualité d'un résultat qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Politique publique très normée, beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences sur le retour sur investissement. Bizarrement, dans l'aménagement d'espaces de travail pour les entreprises, le retour sur investissement est diffusé d'une certaine manière sur la variété des critères. On va avoir une histoire de confort, qui est difficile à qualifier, d'image rendue par rapport à la façade d'un bâtiment ou la qualité d'un accueil. Le confort aussi, la qualité de travail des personnes qui s'y trouvent. Bref, tous ces éléments-là font qu'au sein d'une entreprise ou au sein de cabinets d'aménagement d'espace de travail, personne n'a réellement ni, je pense, le temps, ni forcément l'argent ou l'envie de se poser de manière un peu spécifique là-dessus. En revanche, si on suppose qu'on essaye d'évaluer dans une version un peu plus large l'impact de projets visant à faire avec et pour le vivant, ça mériterait en tout cas d'avoir à minima l'assurance qu'on ne fait pas mal si on n'arrive pas à faire bien. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Je vais passer assez rapidement. Donc, ces 6 expérimentations qui questionnent les pratiques de l'aménagement. Alors, ces 6 expérimentations, moi, je les ai découvertes parce qu'à la suite du master donc à l'ENSI, j'ai rejoint d'abord en stage un collectif de paysagistes qui s'appelle Coloco, qui, pendant que j'étais en stage, a été choisi pour être commissaire d'une exposition avec Gilles Clément, qui est également paysagiste. Et donc, je m'occupe maintenant pour l'école de paysage, l'École nationale supérieure de paysage à Versailles, de la production de cette exposition qui, mais je vous ferai une pub à la fin, commence dans 15 jours. Donc voilà, soyez prêts. Donc, je reviendrai sur ce tableau simplement pour vous dire que j'ai tâché d'un peu de les choisir, ces expérimentations de paysage principalement, mais d'aménagement, on va dire, d'espace au sens large, pour leur intérêt que je trouvais dans les expérimentations, encore une fois, qu'ils avaient fait à partir des critères que je viens de présenter. Donc, je commence avec un projet qui s'appelle Cerros Isla, qui se situe à Santiago, au Chili, et qui vise à questionner le regard, principalement, l'imaginaire qu'une population locale peut avoir sur son environnement et sur, en particulier, l'environnement naturel. Donc, Santiago du Chili, c'est une plaine avec des petites montagnes, des cerros, comme vous pouvez les voir ici. C'est extrêmement urbanisé et ces cerros, je vais le dire avec l'accent français parce que je vais avoir du mal à switcher à chaque fois, ont été longtemps protégés de l'urbanisation, d'une part parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'aménager à plat, et puis que ça pose énormément de difficultés, simplement en termes d'installation des systèmes d'évacuation d'eau, d'électricité, etc. Bref, tout ça fonctionne comme toujours jusqu'à ce que la pression soit trop importante. Et donc, ces terrains qui avaient été préemptés temporairement par la ville en attendant que la ville ait des projets se sont retrouvés finalement urbanisables
du fait de la fin donc, de cette mise sous protection. Et donc, un collectif s'est créé, des collectifs de riverains, un collectif de riverains principalement composé d'ailleurs d'architectes et de chercheurs en architecture qui se sont intéressés au fait finalement de mobiliser alors contre l'urbanisation, certes, mais surtout pour un autre rapport à ces espaces-là qui était vu au choix comme un peu des zones de décharge, des zones ponctuellement comment je dirais, de camping un peu sauvage, et l'idée étant de leur donner une valeur qui intéresserait d'une part les acteurs publics, mais aussi pourrait permettre un terrain, enfin un intérêt public suffisamment fort pour entrer en négociation justement avec des promoteurs. Or, pour la plupart, une des premières réflexions que ce collectif a eues, c'est que pour les riverains, pour les habitants alentours, ces espaces-là, c'est pire que du tiers paysage, si on veut, selon l'expression de Gilles Clément, ces espaces sur lesquels l'homme n'agit pas, enfin l'humain n'agit pas directement, c'est de l'herbe roussie et quelques cailloux, parce que l'imaginaire de la qualité de vie et du confort à l'européenne, parce que européenne ou à l'occidentale, c'est de l'herbe verte, quelle que soit la latitude dans le monde et quelle que soit finalement la période de l'année. Donc, ces espaces-là ne sont rien, même pas de la montagne finalement. C'est une réserve d'espace. Donc, il y a eu tout un travail d'abord qu'ils ont fait sur, voilà, donc là, je vous les montre, des prises de photos d'abord, qui sont quand même assez spectaculaires et je trouve très belle, et pour donner une valeur d'abord esthétique, et ensuite enclencher une discussion. Donc des randonnées, ça a été voilà, des moyens aussi de lire un paysage et se réapproprier un paysage local en intégrant donc la faune principalement locale qui était également qui a complètement disparu des autres espaces de Santiago. On les trouve que sur ces petites réserves-là. Donc voilà pour ce premier. Ah oui, ici quand même en conclusion de cet exemple-là, l'association qui est devenue une fondation à force justement de mobilisation et de discussion sur ce que c'était que ces espaces et cette réappropriation de ces espaces naturels par le public, engagé des négociations avec les promoteurs et se sont mis d'accord pour identifier des gradients. Donc des gradients d'occupation avec l'idée d'avoir des zones de réserve, disons, à mi-hauteur de chacune de ces petites montagnes et des espaces publics sur les zones plus basses et puis vraiment sur les marges avec les zones d'urbanisation, de la possibilité d'aménager de manière un peu plus classique. Mon deuxième exemple, c'est la renaturation de l'Aire, qui est, donc l'Aire, c'est une rivière qui passe à côté de Genève, en Suisse, qui a fait l'objet d'une renaturation dans un cadre, un plan, comment on dit, cantonal, enfin, cantonal, fédéral même plutôt, de réouvrir des milieux. Donc, l'Aire, pour vous donner un exemple, ça, c'est l'Aire jusqu'à 2010 à peu près. Donc, une rivière qui avait été canalisée à la fin du 19e siècle, principalement, alors d'une part pour en faciliter l'utilisation pour l'agriculture, pour l'industrie, et aussi pour moduler les crues, qui, comme toute rivière, pouvaient poser problème pour les modèles d'agriculture qui commençaient à s'intensifier sur les côtés. Et donc, le projet qui avait été proposé sur cet espace-là, ça a été donc de décanaliser. Et pour ce faire, une bande de 80 mètres a été prise sur les terrains des propriétaires agricoles qui s'y trouvent à côté. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais les petits losanges, c'est cette zone de 80 mètres qui a été reprise sur les terrains agricoles. Et puis le canal, on le voit, c'est le grand trait tout droit. Ça, pour le coup, on ne manque pas. Dans ce projet-là, il y a eu d'abord la réflexion de comment on fait si on veut recréer le lit d'une rivière, le lit avec plein de guillemets naturel d'une rivière. Faire un canal, c'est facile, faire l'inverse, c'est finalement pas si évident. Et donc, il y a eu d'abord une discussion avec des biologistes, des
LOG, des architectes et des ingénieurs pour toute la partie terrassement, architectes pour la partie globalement du design, pour le dessin du tracé général, et puis botanistes et hydrologues se sont associés également pour avoir une réflexion sur quel type de milieu on pourrait trouver ici. Encore une fois, projection, parce que c'est plus d'un siècle finalement, et comment on était le plus en capacité de leur permettre de se réinstaller rapidement, le tout avec pas mal de contraintes, parce que l'idée était de ne pas d'entrer uniquement en négociation, de ne forcer personne à participer au projet. Donc sur toute cette bande qui concerne quand même, si je reviens ici, voilà une bonne, là on n'a que les grandes parcelles, mais disons une bonne quarantaine d'agriculteurs, plus les riverains, plus toutes les personnes qui passaient. Aucune de ces personnes n'a été expropriée. Donc tout a été fait sous le mode de la négociation, à discuter avec voilà, donne-moi tes 80 mètres au fond de ton terrain, qu'est-ce que je te donne en échange? Et donc, les architectes ont également planté des vergers, ils ont aidé à fourrager je ne sais trop quel champ, etc. Donc, ça a été, en termes de gouvernance, vraiment très particulier. Ensuite, pour ce qui est du dessin, alors là, on est sur quelque chose d'assez d'une part, encore une fois, assez spectaculaire, mais assez contradictoire. C'est-à-dire que c'est beaucoup de machines qui recréent donc un lit de rivière et qui, pour en permettre pour lui donner vie d'une certaine manière, structure un dessin en losange qui vise à contraindre les réseaux, enfin le flux de l'eau, comme ils appellent ça, eux, comme un percolateur, c'est-à-dire qu'on va contraindre l'eau à choisir à chaque fois le circuit qu'elle doit prendre. Ça accélère l'érosion naturelle de ces petits plots en losange. Et ça permet surtout une diversité, parce que, hop là, si on vient tout de suite à ce que ça donne, donc là, vous avez première image, janvier, ah oui, vous voyez. Donc ici, c'est janvier 2014, on va dire, on est à la fin de la construction. Avril 2014, c'est fini et l'eau va être libérée. Donc, on arrête le canal et on le fait passer par ce nouveau lit. Et puis, l'image du dessous, c'est 1 an plus tard. Voilà. Et donc, on va le regarder un peu plus précisément. Bon, là, voilà, on a étape par étape. C'est extrêmement bien documenté. En plus, ils ont fait vraiment un travail très, très important de suivi de toutes les étapes, etc. Voilà à quoi ça ressemble en avril 2015. Donc, vous avez le canal qui est maintenant, voilà, qui s'est replanté de lui-même. Et puis, donc, cette rivière qui, finalement, ne laisse plus que deviner les losanges initiaux. Et puis, il y a donc eu un suivi donc de ces différents milieux, la manière dont les alluvions se déposaient, dont les végétaux pouvaient s'installer, la manière aussi dont les animaux, c'était aussi un peu le principe, hein, les insectes, poissons, etc., retrouvaient progressivement leur place. Ça, par ailleurs, cet exercice-là, c'est vraiment le premier tronçon qui a été fait en 2014-2015. Depuis, ils ont étendu, puisqu'on n'a pas toute la rivière, hein, ils ont étendu le projet en amont, en aval, et ça devient vraiment un projet global de région, parce que changer le cours d'une rivière, ça suppose aussi changer toutes les occupations alentour, les usages évidemment que les agriculteurs en ont, mais aussi les industries en amont. Et puis, là, on est sur une frontière, donc il faut aussi une coordination transfrontalière entre la France et la Suisse. L'ensemble du projet, du point de vue de la gouvernance, est assez incroyable. Et la conclusion que les architectes que les paysagistes en font, c'est que ça prend du temps, ça fait beaucoup de conflits et au final beaucoup de négociations. Et c'est à force de discussions et de partage justement de points de vue, alors là, strictement humain, hein, mais déjà, pour s'entendre sur comment cet acteur si présent, mais non humain, non vivant même, enfin, encore on pourrait discuter, comment on peut donner sa place à la rivière. Mon troisième exemple, c'est le parc du Peuple de l'Herbe, qui porte de fait bien son nom. Le parc du Peuple de l'Herbe, c'est
un parc qui se trouve dans une des boucles de la Seine, à Carrières-sous-Poissy, mais à l'ouest de Paris. Là encore, les photos Enfin, les photos sont importantes. C'est vraiment des choses qui ont été. Il y a eu un travail de mise en valeur à chaque fois des projets par les images pour aussi pouvoir créer un imaginaire de à quoi peut ressembler du verre quand on va voir au-delà de simplement les feuilles et les vagues grosses taches. Donc, on est ici dans cette. Je sais pas si vous voyez ici. Donc, cette boucle de la Seine qui a longtemps été l'une des plaines les plus riches, riche d'un point de vue agricole, lumineuse, etc. Un petit Nil, si on veut. Et puis, Carrières-sous-Poissy, il y a une carrière qui s'est installée à côté, donc ça a été extrêmement transformé, bien sûr. Et puis, ça c'était plutôt à la fin du 19e siècle, début du 20e. Au cours du 20e siècle, ça a également, cette zone qui est devenue, donc le parc du Peuple de l'Herbe est devenue également une zone de réceptacle des boues d'épandage d'une centrale de traitement des eaux à proximité. C'est une zone qui est toujours d'ailleurs inondable et qui était du coup inconstructible. Et il y avait eu l'idée à un moment donné de faire passer l'autoroute dessus, mais finalement, non. Et donc, au moment où on hésitait encore entre l'autoroute et le parc naturel, il y a eu un appel à projet, donc gagné par les paysagistes Terre, qui ont eu à coordonner des usages récréatifs, l'exigence quand on est en périphérie de grosses agglomérations, des exigences j'allais dire géologiques, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas de fluctuation des niveaux hydrologiques, au moins hydrauliques, des variations de la Seine, et puis cette espèce d'entre-deux, de parc naturel, mais sans vraiment de consistance. Et il s'était associé, comme ça se faisait déjà quand même en 2010, à des écologues qui ont souligné que ces territoires-là, initialement, sont des espaces extrêmement variés, comme toutes les rives des rivières, en termes d'insectes, de population, bon, pas que insectes, mais disons que vraiment en termes d'insectes, on pouvait faire quelque chose. Et au regard de leur rapide disparition, ça pouvait être intéressant de mettre l'accent sur cet espace-là. Sauf que les insectes, bon, il y en avait certains, mais c'est quand même pas la réserve la plus aboutie. Donc, il y a eu une réflexion sur comment on étend les milieux, les habitats pour les insectes, avec un travail sur les rives, donc le fait de creuser, de recréer des vallons. On est dans une moindre mesure à peu près comme sur la rivière R. Et puis, une réflexion sur les gradations, donc une forme aussi de recherche pas forcément de diplomatie, mais en tout cas de médiation accompagnée entre les usages récréatifs, skateboard et basket, et le fait d'avoir des réserves vraiment interdites à l'humain en proximité de rivières. Donc, d'où le nom, le parc du Peuple de l'Herbe, et l'installation de ce bâtiment-ci qui s'appelle l'OPI, qui est l'Office pour les insectes et leur environnement, qui, depuis la création de ce parc, fait des relevés réguliers. Et comme vous voyez, on a un travail de relevés et aussi de progression avec des cheminements évidents pour les humains, avec l'indication également des niveaux des variations, des inondations précédentes, pour vous dire quand même, hop là, 1910, c'est la marque bleue. Voilà. Il ne faut pas rester là s'il pleut. Et puis, une progression dans le fait de sentir la superposition aussi des espaces avec des passerelles qui limitent l'accès aux abords, et enfin des zones dans lesquelles on n'a vraiment plus accès. Le troisième exemple, c'est le plan de gestion de Gérone. Ici, on est à Gérone, en Espagne, en Catalogne. Et on a toujours, on a un grand parc, c'est cette lisière, la lisière entre la ville, la vraie ville, on va dire, et puis la rivière et ensuite sa périphérie. Donc, il y a eu une réflexion sur cet espace-là qui était, comme ça peut arriver dans certaines villes, cette zone qui théoriquement pourrait être extrêmement agréable, mais finalement, faute de fonction particulière, devient un petit peu comme on parlait sur les CEROS,
une zone ni vraiment occupée par les humains, mais trop dégradée pour être vraiment utilisée par d'autres. Et donc, il y a eu toute une réflexion, une étude même sur la manière dont on pouvait imaginer une gestion de ces espaces-là pour, faire entrer dans les outils des jardiniers la présence des non-humains. Donc, ça a été un gros travail de discussion avec les jardiniers, qui au départ travaillent quand même beaucoup avec des grosses machines assez efficaces, et de les faire passer à presque du coupe-ongle comparé à ce qu'ils avaient initialement. Donc, des choses qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle la gestion de la gestion adaptée, on va dire, à chacun des milieux. C'est pas ça le terme précis. Différencié, merci. Et un travail sur les outils que le paysagiste pouvait donner à ces personnes. Alors, c'est pas extrêmement lisible, mais vous avez, là, c'est le cycle de vie du parc sur un an. Donc, vous allez avoir au centre une précipitation, l'ensoleillement, c'est des bandes jaunes. Vous allez ensuite avoir la durée d'ombre, d'ombre dans le jardin. La hauteur des végétaux, donc avec le traitement des jardiniers, chaque fois les coupes, les repousses, les coupes, les repousses, et puis les cycles de floraison sur l'extérieur. Et du coup, un dessin du parc avec la localisation à un moment T, mais une attention du coup amenée là-dessus des différents occupants de ce parc, et un travail jusqu'à la hauteur de fauche, la hauteur de coupe des herbes, et pour chacune de ces hauteurs, des outils différents. Là, ce qui était intéressant, moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'on fait entrer comme faisant partie des personnes, des êtres en tout cas, à prendre en considération pour les paysagistes, pour les jardiniers, l'ensemble des animaux, et qu'on va, ça c'était la logique aussi, remettre à jour ces documents au fur et à mesure de l'évolution du parc pour ajuster forme un peu du jardin en mouvement, mais à l'échelle de ce parc. Et ça, je veux pas, avec aussi un travail graphique sur la possibilité de donner aux professionnels de ces espaces la capacité, mais surtout les moyens aussi de communiquer sur leur choix à un moment donné. Donc, il y a toujours à chaque fois cette réflexion de médiation entre le professionnel, les vivants non humains, et puis les occupants humains qui ponctuellement s'y placent, avaient l'habitude d'aller à tel endroit parce que c'était un endroit agréable, sauf que l'année suivante, on a laissé l'herbe pousser. Donc une discussion aussi qui permet d'expliquer tout ça. Hop, je vais un petit peu accélérer, je pense. L'école de la biodiversité, alors là, on rentre dans, je pense, l'exemple le plus paradoxal, sans doute, de cette prise en considération du vivant dans l'aménagement. C'est la construction à Boulogne-Billancourt d'une école qui a au-dessus de son gymnase olympique une forêt et une prairie. Une forêt et une prairie, donc conçue, créée de toutes pièces. De toutes pièces, voilà. Avec, je ne vous fais pas l'article, mais tous les messages de comment justement le fait pour des enfants, en particulier en ville, on peut avoir un intérêt à être en proximité pour créer justement une relation particulière aux vivants, etc. Ça, il n'y a pas de doute. Mais moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est la manière dont ils ont pensé cet espace-là. Le Chartier d'Alix, donc les architectes qui ont imaginé ce bâtiment, ont parlé d'imaginer le vivant comme un système. Donc, ils créent un système qui s'approche, qui est copié sur un écosystème réel. En l'occurrence, là, c'est les prairies du côté de Marly, du bois de Marly, dans lequel ils ont donc fauché, récolté des graines qu'ils ont semées sur le toit du bâtiment et qu'ils ont entretenues, vraiment avec l'idée un peu de suivre la pousse. Il y a, au bout de 2 ans, d'ailleurs,
la biodiversité et les végétaux se sont effondrés, donc il y a eu un retravail un peu d'entretien, etc. Et donc avec l'idée de suivre au bout de combien de temps cet écosystème est autonome d'une certaine manière. Donc voilà, un peu l'expérimentation qui est encore en cours. Un deuxième point qui est intéressant, c'est le travail sur les façades, avec l'idée de se positionner en contradiction avec ce que je disais au départ, donc du parfait achèvement. Ici, le bâtiment commence au moment de sa livraison, avec donc une réflexion sur la manière dont l'eau circule sur les façades, donc l'eau et les dépôts. Une façade nette est une façade morte qui devient vivante au fil du temps, avec donc des résultats qui mettent plus ou moins de temps à s'installer, d'ailleurs, principalement en fonction d'ailleurs de la qualité des matériaux, qui sont souvent trop agressifs en termes de composition chimique pour l'installation du vivant. Il faut quelques temps avant que le vivant puisse réellement s'installer. Et puis, une double qui vient un peu en contradiction, mais tout un travail de pédagogie, de communication vis-à-vis du voisinage qui s'est retrouvé face à une façade qui s'est couverte volontairement de mousse, de salissure d'eau, sans parler des pigeons. Donc voilà, tout un outil aussi de discussion et de diplomatie parfois un peu rude sur cette façade. Et puis, je vais finir avec le potager des autres, qui est vraiment là un exemple un peu à côté du reste, qui est un jardin qui est créé donc, dans le cadre de l'exposition dont je m'occupe par Coloco et qui a été pensé sous l'angle de ce qu'ils aiment appeler l'invitation à l'œuvre, avec l'idée que c'est également d'ailleurs le terme que Clément utilise, c'est la co-signature, c'est-à-dire qu'un jardin ne se fait jamais uniquement par l'action du jardinier. Il y a évidemment l'action du vent, l'action de l'eau, l'action des animaux, des végétaux qui s'installent, etc. Et qu'on peut imaginer du coup ces actions superposées comme une partition qui existe, que ce soit pour la danse ou pour la musique, partition de l'improvisation. Donc, avec une réflexion sur comment on rend compte de ces actions superposées et de leurs articulations les unes avec les autres. Donc, voilà pour un exemple, le travail de Anne Alpring, qui est une chorégraphe qui a beaucoup travaillé avec son mari, qui lui-même était paysagiste. Et du coup, eux ont travaillé sur les supports croisés de représentation justement des mouvements du vivant selon les codes de la chorégraphie. Donc voilà le plan tel qu'il était, la partition donc, du potager des autres. Là, on a, voilà. Alors le potager des autres, peut-être j'aurais pu le préciser, ça se passe dans le potager du roi à Versailles, donc un espace anthropique s'il en est, ancien marais asséché sur lequel on a vraiment poussé au max l'agronomie et le fait d'entretenir le sol pour non seulement produire hors saison selon les desiderata de Louis XIV, mais toujours aujourd'hui, des expérimentations sur tout un tas de manières de faire, beaucoup plus contemporaines, beaucoup évidemment dans le respect de la biodiversité, etc. Et d'où le potager des autres étant le potager de tous les autres, humains et non humains. Donc ici, on a un peu les trames de base du jardin, et ici, un des exemples, mais qui seront complétés pendant la biennale, donc pendant les 2 mois que dure l'ouverture de ce jardin au public, où on aura des dessins, des exercices de style un peu sur comment on rend compte de ces intentions, volontaires ou non d'ailleurs, qui vont agir sur le jardin, et comment on arrive du coup à rendre lisible a posteriori le développement de ce terrain de négociation entre humains, non humains, vivants, non vivants. Et donc, petite pub avant de conclure. Donc voilà, ça sera l'exemple qui sera à la présence du vivant donc pendant la Biennale d'architecture et de paysage à Versailles. Et je termine là-dessus, juste pour avoir une petite synthèse des 6 projets que j'ai présentés. C'est des projets qui sont pour l'instant, pour moi en tout cas, encore
en début d'analyse, si on veut. Moi, justement, je voulais vous les présenter pour vous les confier aussi et les proposer à votre regard critique sur comment est-ce qu'eux commencent à partir de l'aménagement, en particulier de l'aménagement paysager, le design peut, et tous les sujets qu'on a abordés depuis ce matin, moi, je trouve, pourraient vraiment remplir ces réflexions sur à la fois les outils des professionnels, les outils de médiation entre professionnels et non professionnels, et puis la manière de rendre compte de l'intervention de non-humains dans tous ces sujets. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Il reste un quart d'heure. Merci d'avoir tenu le temps. Un quart d'heure pour la discussion. Merci. Moi, j'ai une question sur le projet de la rivière, la gestion après livraison. Comment c'est occupé? Est-ce que c'est une gestion commune? Qui sont les parties prenantes? Alors, comment est-ce que c'est du genre, ça a été livré? C'est un peu comme ça? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Alors, sur la rivière, moi, c'est d'ailleurs un des trucs que je trouve le plus intéressant sur cette rivière, c'est que c'est devenu une rivière et on ne l'a pas gérée. Donc, toute la discussion, elle s'est faite au préalable. Ça a été très long. Il y a eu quasiment 3-4 ans. Ensuite, il y a eu un suivi pour en tirer les apprentissages en vue de pouvoir l'étendre, mais il n'y a plus d'entretien à faire. Là, c'est l'idée à l'inverse justement de l'exemple de l'école de la biodiversité, ça devient un espace vivant, donc autonome. Ce qui est tout à fait intéressant dans cet exemple, c'est que on compte de l'adage populaire que quand on arrête de prendre soin des édifices, en fait, la nature reprend ses droits. Si la nature avait une capacité autonome propre de recoloniser spontanément. En fait, non, il faut, vous l'avez très bien montré, il faut une intervention artificialisante extrêmement poussée, des aménagements très lourds pour que la nature. Là, effectivement, la nature était tellement contrainte qu'elle ne pouvait pas dépasser cet aspect-là. Ça, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, il y a un deuxième point que je trouvais intéressant là-dessus, c'est que lui a réfléchi, s'est positionné, si on prend le paysagiste comme un designer, comme le designer dont l'œuvre a vocation à s'effacer. Et du coup, effectivement, a laissé la place. C'est-à-dire qu'il crée les conditions et ensuite Mais on peut imaginer qu'il crée, s'il y a une intervention si forte, c'est aussi pour diriger. Parce que j'imagine que si on avait arrêté le canal, si on avait parlé le canal, la rivière aurait quand même trouvé ses voies. Oui, c'est vrai. En faisant des dégâts ou en faisant des vrais problèmes de l'agriculteur, alors que là, en fait, l'espace de 80 mètres, c'est à la fois l'espace de la rivière et l'espace de la négociation. Tout à fait. Oui. Les deux en même temps. Oui, et pour compléter d'ailleurs, la manière dont ils ont conçu ces losanges, il y a eu un travail sur les traces qu'on avait des anciens tracés de la rivière et ils ont essayé de repartir quand même des anciens tracés et de ces variations sur les siècles précédents pour le coup. Mais effectivement, vous avez raison, les 80 mètres, c'est si la rivière, là pour le coup, je ne sais pas si la rivière s'étendait sur plus que ça précédemment, mais ça a été un espèce d'entre-deux, de juste milieu. J'ai laissé en friche, comme ça, il sert d'apprendre au lit si jamais il développe. Alors, je pense que non, c'est pas vu comme un espace d'appoint parce que le lit recréé permet justement d'accueillir toutes les variations les plus extrêmes. Oui. Donc là, non, c'est plutôt devenu une circulation un peu de loisirs. Et c'était aussi justement, pour rentrer aussi dans la négociation, c'est que certes, c'était aussi dans l'idée d'offrir un service, alors pour le coup, aux humains, des humains vers les humains purs, un espace aussi récréatif et de continuité, circulation verte, si on veut, entre différents espaces.
Pour moi, c'est pas tant on a donné les moyens à la nature de nos c'est qu'ils se sont donné les moyens de poser la question. C'est comme s'il a été un design de la question. Et moi, je trouve passionnant parce que justement, il y a comment on pose des questions ça passe aussi par du design, c'est un peu ce que j'ai fait dans l'enquête et c'est qu'en fait, il faut passer par l'expérimentation, par des formes, voilà, une espèce d'objets intermédiaires, comme ça, entre nous pour poser des questions, et ça, c'est du design. Ma question, c'est le dialogue aussi. Voilà, tout à l'heure, elle a employé le mot diplomatie. Voilà. Et ça, je trouve qu'en termes d'imaginaire, c'est hyper intéressant parce que je me pose la question depuis ce matin avec les différentes interventions. Quand on parle d'imaginaire, on est très souvent tenté avec le vivant d'avoir un côté hyper émerveillement et le côté lutte, il faut défendre, etc. Et en fait, ce modèle de la diplomatie, il se place de manière beaucoup plus fine, je pense, et peut-être pertinente entre les deux. Parce que c'est quelque chose de très modeste, de très quotidien, mais à la fois qui donne prise aux gens. Parce qu'avec la lutte, avec l'émerveillement, on est dans des sentiments hyper forts qui n'aident pas forcément à passer à l'action. Là, c'est plus actionnable que des choses très grandiloquentes. Et du coup, c'est hyper inspirant. On peut dire Morisot sur la diplomatie. Lui, il parle qu'il faut des égards ajustés. Ces enjeux de diplomatie, c'est de ménager des égards en fait, à propos des enjeux de l'humain. C'est ajuster, et là aussi on pose ces questions d'ajustement. On laisse 80 mètres, mais pas plus, parce que derrière il y a des enjeux de négociation. Voilà, effectivement, derrière, c'est des questions de diplomatie. Ces égards. Oui, c'est les égards ajustés, c'est aussi ça. Enfin, c'est bon. Là, on ne se rend pas forcément compte de l'originalité de ce parc-là, mais le fait de choisir de laisser des espaces inaccessibles dans un parc urbain, c'est périurbain, mais c'est quand même ça. En 2010, c'était assez original. Et encore aujourd'hui, c'est pas évident parce que s'il y a un côté, si c'est pas accessible aux humains, on perd de la place, on gâche d'une certaine manière cet espace qui aurait pu être un lieu comme ça de respiration, etc. Et le fait d'avoir cette réflexion sur comment on pense, on design les zones les marges, les frontières entre les espaces vraiment dédiés aux insectes, en l'occurrence, mais à toute la faune et la flore locale, et ceux qui sont réellement purement centrés sur l'humain. Là, c'est un exercice, c'est un exemple, mais moi, j'ai trouvé ça aussi très intéressant, même à étendre ailleurs. Sûrement sont designés les panneaux d'interdiction. Parce que s'il y a des panneaux qui disent interdiction de rentrer, protection. Alors justement, là-dessus. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'engageant? Alors justement, il y a eu. Sinon, moi, je passe par là. Eh bien, écoutez, ça ferait de vous un grand aventurier parce que sur ce parc-là, justement, bon, on voit, il y a une barrière quand même, c'est pas si évident, mais ici, on est vraiment en lisière on est en rive en rivage, il me manque le terme là, bref. Donc voilà, merci. On est vraiment sur les berges, donc c'est à moitié marécageux. Bon, après, vous pouvez y aller. Hein. Mais, et de fait, très peu les personnes qui s'aventurent au-delà, ça c'est quand même aussi c'est usé de la manière dont l'humain s'est lui-même contraint. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut y aller parce que c'est propre, c'est solide, et puis il y a une barrière, donc on ne va pas y aller. Là, il n'y a aucun panneau d'interdiction sur tout le parc. C'est uniquement, il y a un chemin où il n'y en a pas, il y a de l'eau où il n'y en a pas, et puis il y a une barrière où il n'y en a pas. Donc, on n'est que sur justement quelque chose qui touche à l'intuition et à la qualité des baskets, je suppose. Mais voilà. Je voudrais juste revenir sur le moment où ils ont voulu faire les autoroutes et le moment où ils ont lancé un appareil projet, c'est resté entre les deux. Pourquoi cette route ne se fait pas? Comment ça se fait que comment la route de cette
Alors là-dessus, bon, je ne connais pas toute l'histoire, mais d'une part, c'est moins cher de faire un parc qu'une autoroute, et en particulier quand il faut que l'autoroute passe au-dessus ou en dessous d'une rivière. Donc, ça a d'abord été une histoire de budget, et puis c'était, enfin voilà, on est en 2010. On n'était plus non plus dans les. C'était un projet qui datait déjà de quelques années, voire dizaines d'années. On en revient un peu à ces sujets de c'est quoi un grand projet inutile. Et du coup, moi, c'était aussi d'ailleurs un des points que je trouve intéressant dans le fait de, ce qui n'est pas le cas ici, mais par exemple dans la rivière ou même dans une certaine mesure sur l'école de la biodiversité, c'est comment on fait avec ce qu'on a laissé faire d'une certaine manière. Là, les grands projets d'autoroute, celui-ci a été, heureusement, pour ce projet-là, abandonné. Mais le temps du projet, il est souvent très difficile à contester. Une fois qu'il est lancé, une fois qu'il a dépassé presque un certain cap, on a tellement travaillé dessus, ça a tellement pris déjà d'études, il y avait tellement de gens qui ont été engagés que ça fait presque plus mal au cœur de l'arrêter, alors même que son inutilité est évidente, ou si elle ne l'est pas, bon, elle est en tout cas très fortement contestée, que de le poursuivre. Et enfin, voilà, moi, c'était aussi un des aspects qui m'intéressait dans ces exemples de travail avec le vivant en termes d'aménagement, c'est comment on arrive à remettre en cause le projet qu'on avait simplement en tête. Parce que là, Descombes, sur son projet de l'air, ils avaient certainement quelque chose en tête qui n'a pas abouti, mais qui a été autre chose. J'ai deux questions. La première, philosophique, c'est sur la question de la ruine. Est-ce que ça peut intéresser? Parce que cette citation c'est l'architecture, c'est pas de belles ruines. Quelque part sur les projets, on a presque ce retour à le fait de prévoir la destruction. On considère comme une destruction, mais qui n'est pas uniquement quand la mousse arrive sur le bâtiment, où là, finalement, c'est la destruction des losanges qui ont été dessinés par les architectes. Donc là, c'est plus un peu sur la notion de ruine, qui est impossible. Et la deuxième, c'est en t'écoutant, je pensais à une intervention de Gilles Clément, lorsqu'il décrivait le projet du jardin Citroën, et qui faisait état d'un constat un peu de l'échec de ce projet, puisque finalement, il avait formé les jardiniers de la mairie de Paris, qui faisaient la maintenance, pour s'occuper de ce jardin qui est très spécifique. Ils testent le jardin en mouvement, mais très vite, ils se rendent compte que les équipes ont changé, le savoir n'a pas été transmis, et finalement, le jardin a perdu le projet initial n'a pas perduré dans le temps. Finalement, ça a été un jardin très cacophonique qui a perdu l'intérêt premier que j'ai vraiment insufflé. Et donc là, dans ce projet, je vois un peu la réponse à ce qu'il disait par la transmission de ce savoir. Et la question, c'est un peu comment c'est prévu dans le projet. Est-ce que c'est un contrat sur 5 ans, sur une durée, pour former les équipes? Est-ce que c'est prévu est-ce que c'est la collectivité qui comprend ce cahier des charges et va former ses équipes? C'est-à-dire que oui, il y a cette horloge de 1 an, donc on est minimum sur 1 an de gestion et plus. C'est un peu comment faire durer ce projet pour pas qu'il soit aliéné et que ce soit par perte de savoir. Ouais, sur la ruine, il y a effectivement une question de questionner l'esthétique du projet. Donc, voilà, on revient à l'histoire de partagement et compagnie. Moi, je pense que justement, quand je parlais au tout départ avec pas mal de pincettes, parce que je ne suis pas tout à fait sûre de ce que ça pourrait donner, mais questionner un peu l'ontologie, le référentiel des architectes ou des aménageurs, accepter que mais pour les designers, aussi la question se pose aussi, de comment on fait évoluer le produit qu'on a mis tellement de temps et tellement d'énergie à concevoir. Ça reste quelque chose de pas du tout évident sur la ruine, accepter la ruine. C'est aussi tous les travaux, moi, que je trouve qui sont d'ailleurs petit à petit qui intéressent aussi les paysagistes, des travaux de Anna Tsing qui travaille sur comment on fait avec comment vivre sur les ruines du capitalisme.
sais plus exactement le titre, voilà, le champignon de la fin du monde, et qui est aussi les questions d'héritage de Alexandre Monin et Diego Landívar, entre autres. Et du coup, comment on fait avec des choses qui ne sont dans un état de dysfonctionnement ou avec un esthétique décalé par rapport à la fonction initiale. Mais ça, pour moi, c'est vraiment aussi un exercice de changer les référentiels et d'accepter l'incertitude, donc le fait que les choses évoluent malgré nous. Donc, plutôt que malgré nous, autant y aller et faire avec justement le vivant. Et sur la partie héritage, comment on forme les personnes, alors là, on a deux choses. L'exemple de l'école de la biodiversité, au moment de sa livraison en 2019, il y a eu finalement non, en 2015, il y a eu justement un changement d'équipe pédagogique et le projet était vraiment d'intégrer les équipes pédagogiques, donc les professeurs, les étudiants et toutes les personnes et même les parents d'élèves, etc. est un peu tombé à l'eau parce que justement le groupe globalement des professeurs n'avait pas particulièrement pris en main ce bâtiment. Et puis, au bout de 2 ans, il y a eu à nouveau un changement, et là, ça a été réellement intégré au cursus. Donc, il y a un suivi de jardiniers, de paysagistes, mais qui est assez léger. Hein, d'ailleurs, le toit est très anthropique, mais il est quand même pensé pour être autonome, c'est-à-dire qu'il y a en gros 2 fauches sur la prairie du toit et il ne se passe rien dans la forêt et puis c'est tout. C'est vraiment assez léger. Et il y a par contre pas mal de suivi régulier pour justement discuter avec les usagers du bâtiment. Et quand tu parlais, toi, de ce document-là, voilà, c'était, ça c'est sur le plan de Gérone plan de gestion de paysage, c'est jamais le projet qui fait des étincelles parce que c'est assez peu spectaculaire. Mais ce document-là, il sert justement à répondre sur ce dont tu parles. Donc, Gilles Clément avec son jardin Citroën qui est effectivement, jardin de l'Arche de la Défense qui s'est vraiment délité petit à petit, utilisé par d'autres, etc., c'est effectivement lié à un défaut de transfert d'informations, des pratiques données aux jardiniers. Et ça revient aussi avec les sujets dont on parlait précédemment, c'est-à-dire qu'on oublie dans justement l'ensemble de la cosmographie des acteurs, les personnes qui sont présentes au quotidien et qui, pour le vivant, font avec le vivant. Donc, on a, oui, les scientifiques, on a les concepteurs, mais ceux qui vont entretenir, ceux qui vont faire cet exercice de ménagement, il est hyper important et ils sont souvent très, très éloignés à l'inverse de tout ce travail. Merci beaucoup. Merci. On va s'arrêter là pour cette première partie d'après-midi. On prend dans le 2 minutes, à 15, pour ne pas trop dépasser. Merci. Pardon. Alors, là, il y avait des questions. Je n'ai pas vu les questions. Bravo. Non, mais ça, c'était bon. Vous avez arrêté l'enregistrement? Oui. Je ne sais pas. C'est chaud. Je crois que c'est bon.